Jean-Pierre Petit, bonsoir, vous êtes économiste, président des Cahiers Verts de l'économie. Merci de venir pour l'autre grand débat qui agite la société, c'est l'immobilier, alors que ouvre demain à Paris le salon de l'immobilier. Il y a eu ce sondage publié aujourd'hui en France, avant-hier je crois, avec cette question toute bête. On a posé comme question aux locataires, à quel âge pensez-vous que vous allez devenir propriétaire? Eh bien, 47% des locataires ont répondu jamais. Jamais je ne pourrai devenir propriétaire. Jean-Pierre Petit, est-ce que c'est grave, ça, socialement, cette idée que, au fond, jamais on ne pourra s'acheter un toit? Non. En soi, ce n'est pas grave. En revanche, ce sondage exprime une certaine forme de détresse qui s'explique par plusieurs éléments. À la fois, à mon avis, le mythe de la société de propriétaires. Pourquoi le mythe? C'est pas une bonne idée de vouloir tous être propriétaires? Ça n'a pas de sens, même économique. Comment ça se passe à l'étranger? Ce qu'il faut, c'est améliorer ses conditions de logement. Ouais. L'agrandir si on a des enfants, être flexible, mobile, proche des services publics, de proximité, enfin bref, améliorer ses conditions de logement. Ça a du sens microéconomique. Mais être propriétaire en toutes circonstances, à n'importe quelle condition de prix, quel que soit le cycle de vie des gens, ça n'a rigoureusement aucun sens. Oui. Ça n'a que d'un sens politique. Ouais. Je crois que c'est en Allemagne ou en Belgique où il y a une majorité de locataires. Hein. En Allemagne, en Suède, en Suisse. Ce ne sont pas des pays où les conditions de logement, que je sache, sont particulièrement dégradées. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a qu'un sens politique. Alors donc il y a des pays comme la France ou la Grande-Bretagne où l'immobilier s'est emballé. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas entré dans un système pyramidal où ne peuvent acheter que ceux qui sont déjà propriétaires? Au fond, secondo, tertio, excédent. Voilà. Oui, mais à la fin du match, il faut qu'il y ait des primo-excédents. Il faut qu'il y ait du 109, sinon... Ah bah non, sinon, si vous voulez, entre les gens s'il n'y a personne à la fin qui achète le dernier bien qui va se vendre, il n'y aura plus de marché. Ce qui vous fait dire qu'on est dans une bulle. C'est pas seulement ça qui me fait dire qu'on est dans une bulle. On est surtout dans une bulle car les prix sont totalement déconnectés des revenus. Ils sont totalement déconnectés des loyers depuis déjà très très longtemps. Ils sont totalement déconnectés des valeurs d'équilibre de moyen et long terme. Et pourquoi les gens veulent toujours acheter alors? Quand maintenant il faut s'endetter sur 30 ans et parfois consacrer plus du tiers de ses revenus au remboursement d'emprunts. Vous savez, nous vivons en économie de bulle depuis 25 ans, je crois l'avoir déjà exprimé ici, et qui est marquée partout dans le monde occidental par une évolution des valeurs patrimoniales plus forte que celle des revenus. Cette économie de bulle s'accompagne fondamentalement de la financiarisation, la baisse des taux, qui est très très lointaine dans le temps. L'allongement de la maturité des prêts, qui est particulièrement important. L'argent est là, donc on l'utilise pour s'endetter. Les exigences d'apport personnel qui ont été réduites, les politiques procycliques de la part de la puissance publique qui a incité les gens à être propriétaires. Attendez, Jean-Pierre Petit, vous êtes en train de dire que quand le gouvernement aide un jeune ménage à acheter un logement avec le prêt à taux zéro, avec hier le remboursement d'emprunt, vous dites que c'est une mauvaise idée? Mais il n'y a pas que moi qui le dis. L'OCDE vient de rendre un rapport qui dit que, en gros, je résume, c'est procyclique, inefficace, coûteux, et ça ne change pas les données du problème. C'est-à-dire quand on donne à un jeune couple 30 000 euros, quand on les aide pour acheter un logement 30 000 euros, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire décaler les prix. Donc ce que vous gagnez, voilà, ce que vous gagnez au niveau fiscal, vous le perdez au niveau des prix. Puis dernière chose que vous mentionniez tout à l'heure en vous référant au sondage, c'est qu'il y a un dernier élément qui est très important, c'est le mimétisme psychologique. Le mimétisme auto-réalisant en quelque sorte, de la part des ménages. J'achète mon bien parce que tout le monde a l'air de le faire. Et donc tout le monde, et c'est très important dans la diffusion des fausses bonnes idées. Et c'est particulièrement important parce que ce sont des décisions qui engagent la maturité moyenne des prêts est de plus de 20 ans aujourd'hui, qui engagent les 10-20 prochaines années. Dans 10 ans, dans 20 ans, ceux qui vous ont incité à acheter un bien immobilier ne seront plus là. Pour faire le bilan. Jean-Pierre Petit, il y a beaucoup de gens qui vous disent « Oui, c'est cher, oui, ça a augmenté, mais moi, j'achète pas pour spéculer, j'achète pour vivre dedans. » Mais bien sûr. Donc, peut-être... Aux États-Unis... ça veut dire quoi, c'est cher? Si je me suis acheté une belle maison, 300 000 euros, voilà, vous trouvez qu'elle est chère, et alors, moi, je ne me fera jusqu'à la fin de ma vie. Oui, c'est ce que pensaient les Américains aussi, qui ont acheté des biens immobiliers jusqu'en 2006, à peu près, au moment où le marché s'est retourné. Depuis, les prix immobiliers ont baissé de 50%, et pas dans les petites villes, hein, à Phoenix, à San Francisco, à Chicago. Et alors qu'est-ce que ça provoque, ça, quand votre bien immobilier, quand ce que vous allez acheter voit sa valeur divisée par 2? Eh bien, ça provoque une situation patrimoniale nette extrêmement tendue qui vous contraint financièrement pendant des années sur le plan de votre solvabilité et de votre liquidité. Parce qu'on a toujours à rembourser la dette, elle bouge pas. Vous empruntez, je sais pas, 800 000 euros aujourd'hui pour acheter un bien à Paris. Les 800 000 euros, c'est certain, vous les devrez toujours. Par contre, ce qui est en face, si ça vaut plus 800 000 euros, mais ça vaut 500 000 euros, ça va
complètement dégrader votre situation patrimoniale nette. Donc il y a le risque de moins-value, il y a aussi le risque d'excessive concentration du patrimoine. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, plus de 60% du patrimoine est concentré dans l'immobilier en France. Aux États-Unis, c'est moins de 30%. Donc en plus, concentration sur un actif qui est indivisible le plus souvent. Vous possédez un appartement, vous ne pouvez pas le découper en 3. Bien évidemment, une maison, c'est pareil. Indivisible, peu liquide dans les situations de marché immobilier baissier. Et vous faites des paris, à mon avis, assez insensés sur les 20-30 prochaines années, sur votre revenu actualisé, sur votre cycle de vie et sur le marché obligataire. Donc Jean-Pierre Petit, si on vous a bien compris aujourd'hui, face à cette folie immobilière, finalement, vous auriez un jeune ménage aujourd'hui, la solution c'est de louer, vous auriez l'air de dire. Est-ce que le logement social, est-ce que c'est pas la solution ça? Ou est-ce que, alors au contraire, si on commence à mettre... Enfin, on ne sait pas quoi en penser, parce qu'après tout le monde a envie d'un loyer modéré. Est-ce qu'on ne va pas créer une société du jackpot? Le logement social, c'est devenu complètement absurde, car presque, dans les grandes villes, en tout cas à Paris, presque tout le monde est éligible. Enfin, pas presque tout le monde, mais une proportion énorme de gens est éligible au logement social, parce que la plus grande absurdité du marché immobilier résidentiel aujourd'hui en France, ce sont ses prix. Voilà, qui sont complètement déconnectés des revenus, qui sont complètement déconnectés des loyers, qui sont complètement déconnectés des fondamentaux de moyen et long terme. Et il n'y a pas de miracle en économie. Les bulles commencent quand vous commencez à croire qu'un prix d'un actif peut être ad vitam aeternam déconnecté de sa valeur fondamentale. Voilà. Ça fait 14 ans que les prix immobiliers progressent en France. C'est probablement le cycle immobilier, à ma connaissance, le plus long de l'histoire. Il y a une règle très simple en termes d'allocation d'actifs. Je parle pour tous les marchés d'actifs. C'est que quand un marché a progressé de 14 ans, sur les 14 ans qui suivent, en général, la probabilité est que ça ira plutôt dans le sens inverse. Surtout quand vous avez connu les taux les plus bas de l'après-guerre, hein, je parle il y a quelques mois. Les taux favoriser l'emprunt, oui. Bien évidemment. Et donc pousser les prix. Absolument. Ce matin, il y a eu un chiffre qui a montré qu'on avait énormément construit en France, plus 54%, je crois, de mise en chantier. On va dépasser cette année les 400 000 logements. Alors vous disiez que les politiques procycliques, là, les aides d'État, c'est pas bien. Merci quand même le dispositif Célier. On sait très bien que c'est le dispositif Célier qui font que, il y a beaucoup de Français qui achètent, font construire via ce dispositif qui permet des réductions fiscales. Oui, mais enfin c'est un effet d'aubaine fiscal. C'est-à-dire que c'est intéressant que parce que le contribuable paye, en fait, on paye une grande partie. Et dans le cas du dispositif Célier, il le paye comme jamais il l'a payé. Parce qu'à ma connaissance, c'est le dispositif fiscal le plus incitatif. Or, on sait très bien que ce type de dispositif n'est pas efficient à moyen et long terme. On l'a très bien vu dans le cas de Dorobien. Le zonage n'est pas idéal, même si... C'est-à-dire le zonage, on construit pas. Voilà. Alors là, il semble qu'on ait corrigé un certain nombre d'excès, mais pas tous les excès. Donc on construit dans des régions qui n'ont pas des demandes potentielles, futures, extrêmement... en Champagne-Ardenne, plutôt que... Mais il y a une correction des excès, mais il y a quand même des excès. Et puis la deuxième chose, c'est que les loyers prévisionnels estimés sont beaucoup trop élevés par rapport aux capacités contributives des personnes, c'est-à-dire des futurs locataires. Alors peut-être qu'au bout d'un certain temps, surtout dans les premiers dispositifs, si vous choisissez bien la zone d'implantation, les centres-villes ou la première couronne de Paris, etc., il est possible que ces produits, dans la mesure où ils sont financés par les contribuables, il faut quand même bien comprendre cela, il est possible qu'un certain nombre d'opérations se révèlent, tout compris, assez rentables. Dans le temps, je n'y crois pas. Voilà, en tous les cas, on a bien compris, Jean-Pierre Petit, l'immobilier, par quel bout qu'on le prenne, c'est une bulle, c'est une folie, et il vaut mieux en rester un petit peu à l'écart en ce moment. C'est une bulle, c'est pas nécessairement une folie. C'est une bulle. Merci, donc je rappelle que vous êtes économiste, président des Cahiers Verts de l'économie. Merci. Restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air Yves Calvi qui revient sur le fameux débat sur la laïcité, puisque les représentants des 6 grandes religions françaises se sont prononcés ce matin dans une tribune contre ce débat. L'émission est intitulée ce soir « Laïcité, les religions s'en mêlent ». C'est-à-dire, vous en dit encore plus sur France5.fr.